Hey, salut tout le monde, bienvenue à notre donc balado de Vers l'avenir. Ça nous fait plaisir d'être là. Fait que Alex est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Et on a la chance de recevoir Maxine avec un N dans l'air. Donc avec nous aujourd'hui qui vient nous parler du recyclage. Allô Maxine? Salut les gars, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, Yes. content d'être ici. On est Très content heureux de aussi. t'avoir aussi, Maxine. Ben, premièrement, est-ce que tu veux te lancer dans le bain puis nous parler un petit peu de toi, de ton Une petite travail? présentation, là, bien simple. Là. Ben oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Maxine, je travaille chez Recyc Québec comme agente de recherche et de planification. Essentiellement, je travaille en gestion des matières résiduelles, on va dire les déchets, en gros. OK, c'est la question que j'avais. Je vais te demander, c'était quoi ça? Ouais. C'est un domaine qui est fascinant, la gestion des matières résiduelles. On appelle ça aussi la GMR. C'est tout ce qui va toucher le recyclage, le compostage, la valorisation, l'élimination. C'est un terme très englobant. Fait que moi, pour avoir accès à cet emploi-là, j'ai fait un bac en études de l'environnement à Sherbrooke, puis une maîtrise en gestion de l'environnement à Sherbrooke également. Puis je savais déjà à ce moment-là que je voulais travailler là-dedans. Tu sais, on est quand même tous à peu près du même âge, les trois ici. Oui. Là. Je pense qu'on a été très, très sensibilisés quand on était jeunes. Le bac bleu faisait partie de nos vies aussi loin qu'on se souvienne. J'ai toujours eu une fascination pour ça. Fait que je me suis dit, OK, après mes études, c'est sûr que je veux travailler là-dedans. Puis je pouvais pas demander de mieux que de travailler pour une société d'État qui œuvre en GMR. C'est bien cool. Puis Ouais. ça ressemble à quoi, tes tâches? Là? Genre, mettons, Maxine là, qui se lève le matin, là. Qu'est-ce que tu fais là, une fois que tu arrives au travail? Là? À se faire un café. Une journée type après ton café, là? Ça me prend absolument un café avec du lait d'avoine, moins d'impact environnemental que d'autres produits. Ah. Fais-tu une tasse réutilisable? Absolument, absolument. Oui, je suis dans un mode de vie très zéro déchet, donc c'est sûr que j'en ai une. Ben, au travail, moi, je travaille essentiellement à développer des outils pour aider les ICI, Industrie, Commerce, Institutions, à implanter la collecte des matières organiques, le compost, fait que le bac Ok. brun. Fait que moi, je travaille beaucoup à faire des outils de sensibilisation, de vulgarisation. J'ai une bonne expérience sur le terrain. Moi, j'ai accompagné des commerces dans le passé pour qu'ils implantent des nouvelles collectes, comme le recyclage, le compost, mais aussi faire des dons alimentaires. Donc, avec cette expérience terrain-là, je pense que je suis quand même pas pire bien placée pour développer des outils pour les aider. Je fais aussi beaucoup de suivi d'aide financière. Je travaille aussi sur le recyclage des piles, des lampes. Je touche à tout. Mais je garde toujours un œil sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe pour mieux aider les commerces au Québec. Je t'inviterais à passer à Québec parce que, du moins, dans mon secteur, là, à Sainte-Foy, on n'a pas de compost encore. Alors, Ouais. puis même, je pense, moi, je suis au Palais de justice. En tout cas, si vous vous souvenez, le monde, là, mais même Palais de justice, on n'a pas de compost. Puis, alors, non, je pense que ça serait bien d'avoir du compost. Ça justement. s'en vient, oui. Ben, la Ville de Québec, c'est parce qu'il y a un méga projet qui s'en vient. Là. La Ok. construction d'une usine de biométhanisation, essentiellement, cette usine-là, elle va permettre de récolter toutes les matières organiques puis les transformer en digesta, qui est un genre de compost, mais un peu plus liquide, puis du gaz qui va pouvoir être utilisé, par exemple, pour gaz métro, du gaz naturel Oh, wow. renouvelable. Fait que c'est un gros projet. Fait que la Ville de Québec, ça s'en vient. C'est pour ça que C'est pas, OK. c'est pas là encore, mais ça s'en vient, ouais. OK. Sinon, il y a aussi des collecteurs privés là, qui se trouvent à Québec, donc les commerces peuvent faire affaire avec eux, mais je comprends que c'est un défi quand la ville l'offre pas. Mais tu vois, je savais pas, moi, qu'il y avait des collectes privées. C'est pas juste la ville qui ramasse ça, là. On peut aller... Il y a des entreprises qui existent pour pouvoir ramasser notre... Oui, ben en fait, nous, à la maison, c'est simple, hein, c'est la ville qui nous donne notre bac bleu, notre bac noir, notre bac brun, on met tout là-dedans, on se pose pas de questions, puis si on en a des questions, ben, on appelle le 311, puis on va avoir des réponses. En tout cas, quand on a un commerce, c'est pas nécessairement la ville là, qui va nous desservir, donc on peut faire appel avec des collecteurs privés. Il y en existe plusieurs au Québec, c'est vraiment des alliés, finalement. Fait qu'on prend une entente avec eux, puis c'est possible. Fait que, par exemple, un restaurant ou une épicerie qui veut prendre l'initiative de composter ou d'implanter une collecte des matières organiques, elle peut le faire avec un collecteur privé plutôt que d'attendre que la ville l'offre, parce que ça se peut que la ville ne l'offre pas. Ça se peut que les villes l'offrent juste aux résidentiels, parce que les collecteurs privés, ben, ils offrent plus d'options. Tu sais, pour les commerces, c'est plus intéressant pour eux. OK. Ouais. Puis, tu sais, dans le sens, les restaurants puis tout ça, toi, dans ton vécu, dans ce que tu entends, ce que tu connais, j'imagine, tu sais, c'est beaucoup de bouffe. Là, il doit y avoir beaucoup de gaspillage là, alimentaire. Là, ça doit être comme assez intense. Là.
C'est quoi comme enjeu de société, selon toi, c'est le gaspillage alimentaire? C'est quoi que ça représente aujourd'hui en 2022? Là? Bien, c'est un très, très gros enjeu environnemental. Le gaspillage alimentaire, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, je dirais depuis 2 ou 3 ans. C'est quasiment un terme à la mode, mais c'est correct d'en parler parce que, comme je te dis, c'est un enjeu planétaire. Puis c'est pas juste les restaurants, les épiceries qui vont gaspiller. Finalement, c'est tout le monde à travers la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr qu'il y en a qui gaspillent plus que d'autres, tu sais. Mais juste pour vous donner une idée, là, si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre, de GES, après la Chine et l'Inde. Donc, c'est vraiment comme un gros enjeu parce que quand on gaspille des aliments, mais c'est des aliments qui ont été transportés, réfrigérés, jetés. Fait que, tu sais, ils ont émis des gaz à effet de serre tout au long de leur durée de vie. Fait que c'est pour ça que c'est très polluant. Donc, si on veut vraiment être écolo, là, puis faire un changement puis participer à la lutte au changement climatique, ben, on va réduire notre gaspillage alimentaire. C'est vraiment une des solutions préconisées en ce moment. Puis peut-être que vous l'avez déjà entendu dans l'actualité. Pour ce qui est des restaurants puis des épiceries, c'est sûr qu'il y en a qui participent au gaspillage alimentaire, mais il y en a beaucoup qui ont des solutions, en fait. C'est peut-être pas dans les médias, là, mais il y a beaucoup d'épiceries qui ont des ententes avec des organismes de récupération de dons puis qui font des dons alimentaires ou qui implantent la collecte des matières organiques pour les aliments qui peuvent absolument pas être donnés. Il y en a qui cuisinent aussi des aliments qui sont sur le point d'être perdus. Même chose pour les restaurants, mais surtout les restaurants, en fait. Les restaurateurs là, sont super proches de leurs sous. Là. Vous le savez, là, leurs marges de profit là, sont pas bien grosses. Là, non, ayant travaillé en restauration... On parle de quoi? 2 à 4 % de profit là, quand on a un restaurateur. Fait que si on est capable d'aller chercher des sous en quelque part, on va le faire. Fait que les restaurateurs, ils prennent beaucoup d'initiatives pour vraiment tout utiliser l'aliment. Reste qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir des pertes, mais à ce moment-là, je dirais qu'ils sont assez proactifs. Si on regarde là, à travers la chaîne d'approvisionnement, là, c'est qui contribue le plus au gaspillage alimentaire? Là, c'est surtout tout ce qui est la transformation alimentaire. La production, la transformation, le conditionnement, en termes de quantité, là, de tonnage, c'est eux qui gaspillent le plus. Tu sais, par exemple, prenez une industrie qui fait du pain puis qui va brûler 1% de son pain par jour. Les quantités qui sont perdues, c'est bien plus important qu'un petit restaurant de quartier là, qui va perdre, je sais pas moi, une dizaine de repas, par exemple. Mais, par contre, l'industrie... de la transformation, malgré qu'ils gaspillent beaucoup, ils collectent beaucoup aussi, puis ils envoient ça surtout en alimentation animale. Fait qu'ils utilisent le pain pas trop brûlé pour envoyer ça aux cochons, par exemple. C'est un exemple très imagé, là. Mais il faut dire que nous autres aussi, hein, on gaspille, on fait partie de la chaîne d'approvisionnement, puis l'aliment, au final, il est dans nos mains, puis nous aussi, on participe de beaucoup là, au gaspillage alimentaire. Là. Moi, c'est drôle parce que quand je pose la question d'un party de famille... ils vont me dire, nous, on gaspille pas. Ah non, nous, on jette rien. Tout le monde dit ça, mais en fait, là, moi, ce soir, là, en arrivant chez vous, là, ouvrez votre compost, ouvrez votre poubelle, puis vous me le direz si vous gaspillez pas, je serais bien étonnée. En fait, moi, je peux tout de suite avouer, là, il y a du gaspillage chez nous, là. Et j'en suis désolé, là, mais c'est ça. Mais moi, j'ai une micro-question parce que, tu sais, t'as comme été sur le sujet, mais le prix des aliments, comment ça se fait qu'on gaspille? Puis, tu sais, moi, j'essaie de me questionner moi-même. Là. Mon panier d'épicerie me coûte genre 2 fois plus cher, puis je gaspille encore. Comment ça se fait? Oui. Bien, je suis pas psychologue ou spécialiste des comportements humains, mais j'ai quand même peut-être quelques pistes. Bien, je pense que à notre âge surtout, là, puis encore peut-être d'autres gens un peu plus vieux, en tout cas les milléniaux, je sais pas à quel point on est outillés aussi pour cuisiner, tu sais. À quel point est-ce qu'on sait comment utiliser la majorité de nos aliments, comment les conserver. Tu sais, moi, j'ai appris récemment là, comment conserver mes fines herbes. Là, ça faisait 10 ans là, que j'achetais un bouquet de coriandre, puis après 3 jours, je le compostais, là, tu sais. Fait que, puis est-ce qu'on sait où aller chercher l'information aussi? Tu sais, c'est pas le genre d'affaire qu'on va parler entre amis un samedi soir, là. Genre, hey, avez-vous des trucs conserver votre céleri, vous autres? Parce que moi, j'aurais pas de bon. Tu veux-tu nous partager comment t'as conservé? Je vous invite à souper ce soir, venez à la maison. Je vais vous montrer ça, comment faire des pizzas tout ski. Ah, c'est bon. Fait que je pense qu'il faut juste développer des nouveaux réflexes. Il faut absolument apprendre à cuisiner aussi. Tu sais, la disparition des cours d'économie familiale, à un moment donné, on en a parlé dans l'actualité. Tu sais, est-ce que ça peut faire en sorte que les jeunes ils soient moins outillés pour cuisiner? Puis, je pense qu'il faut retourner aux sources puis questionner aussi les membres de notre famille qui, eux, étiraient leurs aliments au maximum.
nos grands-mères, nos mères aussi utilisaient tous les aliments parce que c'était une rareté. Là, c'est abondant. On a aussi la capacité de payer les aliments. Même si le panier d'épicerie a augmenté, on a encore des sous pour les payer, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de revoir nos façons de faire puis mieux planifier. Je pense aussi qu'il y a eu c'est peut-être une mentalité, là, mais le monde, ils doivent se dire aussi, mais j'ai pas le choix non plus, faut que je me nourrisse. Alors, faut... Puis le monde, du moins, j'ai l'impression là, que le monde a tendance à vouloir aller chercher le plus frais possible à chaque fois, là, aussi. Alors, c'est sûr que si quelqu'un va préférer aller chercher la plus belle pomme dans le panier, puis là, il arrive chez eux, être un peu poqué, un peu avec le transport et tout, possiblement que la personne ne la mangera pas, puis il va juste la chipper à quelqu'un d'autre ou pour qu'on passe poubelle, là, et ainsi de suite. Là. Mais c'est ça, ça revient à est-ce qu'on est vraiment outillé, est-ce qu'on sait quoi faire avec nos aliments, là, tu sais, comme je dis, surtout les gens de notre âge, tu es devant plein de pommes poquées, tu as un horaire de fou, là, tu sais, est-ce que tu sais quoi faire avec tes pommes? Est-ce que tu sais que tu peux les congeler puis faire des muffins plus tard avec? Est-ce que tu sais que tu peux juste les mettre dans une casserole avec un peu d'eau puis te faire de la compote de pommes, tu sais? Je pense qu'on n'a pas de réflexe. Mais on sait niveau pas quoi compote faire. de pommes, là, à la limite, là, je suggère micro-ondes. La compote reste rouge. Mais pour vrai... Joanne Benoît est dans la place, on se transforme en balado de cuisine. Ça me dérange pas, moi. J'ai pas une bonne recette. Pour vrai, tu gardes la pomme entière là, avec un saran wrap par-dessus le plat. Là, puis tu la laisses cuire. Elle va cuire, puis à cause de la pluie, ta compote va rester rouge. Mais c'est vrai. Comme j'ai dit tantôt, j'ai travaillé en restauration. Alors, j'ai développé des trucs du genre pour moins gaspiller, récupérer au maximum. Ouais. Mais tu sais, comme moi, par exemple, là, je me confesse, OK? Je pense que c'est un confessionnal. On parle de bouffe. Bon. Mais moi, là, j'ai découvert les épiceries en vrac. Ouais. Mais c'est cool, les épiceries en vrac. Mais tu vois, moi, je me suis comme grillé de plein de plats de plastique pour aller dans une épicerie en vrac. Tu sais, je me dis, à quelque part, oui, je réponds à une espèce de, bon, je gaspillerais moins puisque je vais dans une épicerie en vrac, mais je me suis créé une espèce de besoin supplémentaire qui est de me griller de plein de plats de plastique alors que j'avais des contenants vides et tout ça. Puis que, bon, comme tu dis, il y a quelqu'un à un moment donné qui est arrivé qui dit, ouais, mais t'avais ça, tu sais, t'avais des pots maçons. Pourquoi tu les utilises pas? Pourquoi tu t'en es pas servi pour mettre dans tes armoires? Fait que c'est quoi la solution pour éduquer la population, pour éduquer les gens? Puis je parle de notre tranche d'âge parce que, bon, on représente le réseau des jeunes, mais en général, pour les éduquer à faire les bons choix puis à savoir quoi faire avec ce qu'on a déjà entre les mains. Oui. Bien, 2 réponses. La première, pour venir calmer ton anxiété par rapport à ton achat de contenants de plastique, je vais te poser une question. Est-ce que tes contenants de plastique qui te permettent de moins gaspiller de nourriture? Oui, ben c'est clair que quand j'ai des restes, je les mets au frigidaire puis ça me fait mon lunch du midi. Là. Puis tes aliments, ils restent frais plus longtemps grâce à ces contenants-là, plutôt que si tu les avais gardés dans leur emballage d'origine? C'est... Définitivement, oui, j'imagine. Ouais. Donc, à ce moment-là, ton impact environnemental est moindre. Tu sais, vraiment, là, ce qui pollue le plus, comme je l'ai dit tantôt, c'est le gaspillage alimentaire. Si tu achètes des contenants en plastique, mais que tu les utilises à vitam aeternam puis qui te permettent de limiter ton gaspillage, bien, t'es gagnant, finalement. L'impact environnemental est moindre. Si tu me dis, moi, j'achète des noix de cajou à toutes les semaines parce que je les laisse dans leur petit sac de plastique original puis je suis obligée de les jeter parce qu'ils deviennent ronces, bien là, ça marche pas. Là, tu sais, ton impact environnemental est très grand. OK. Puis, finalement, ça revient à ma deuxième réponse. C'est quand on est devant un enjeu environnemental. Nous, on fonctionne comme ça en GMR, mais pour les professionnels en environnement en général. Quand tu es devant une problématique, pour la solutionner, tu vas regarder la hiérarchie des 3 RV. Vous savez sûrement c'est quoi, là? Non. Réduire. Valoriser. Ça, c'est le dernier V. Réduire. Réemployer. Recycler. Je vais vous aider. Okay. Les 3 RV. Fait qu'on va se fier à ça. C'est une hiérarchie. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu regardes en premier, le premier R, comment est-ce que lui peut t'aider à solutionner ton problème. Fait que ça va être de réduire. Donc, avant même de réemployer un objet, avant même de le recycler ou de l'éliminer, est-ce qu'on peut réduire son emballage ou est-ce qu'on peut ne pas l'acheter, par exemple? T'sais? C'est ça la réduction à la source. Fait que pour le gaspillage alimentaire, on regarde un aliment,
tu sais, je suis en train de faire mon épicerie. Est-ce que j'achète des pommes? Ben là, réduire, ça serait dire non, je l'achèterai pas parce que j'aurai pas le temps de la manger cette semaine ou j'ai pas d'idée pour la cuisiner. En plus, ça, réemployer, c'est dire, OK, ma pomme, trop tard, je l'ai achetée, elle est tout poquée, là, je veux pas la manger, elle m'écoeure un peu. Ah, ben réemployer, je vais la cuisiner dans des muffins, tu sais. Puis après ça, recycler, ben c'est recycler la pomme, ça veut dire la mettre dans le compostage parce que là, tu l'as pas utilisée. Fait que si tu respectes cette hiérarchie-là des 3 RVE, c'est là que tu viens réduire ton impact environnemental. Fait qu'avant même de se poser la question, on devrait-tu composter? T'sais, chez nous, à Québec, j'ai pas le compost. Au Palais de Justice, j'ai pas le compost. OK, ben on l'a pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais? Est-ce qu'on peut essayer de limiter notre gaspillage alimentaire au bureau? Par exemple, je sais pas si vous êtes 2 au bureau puis que vous achetez 4 litres de lait par semaine puis que vous finissez par en jeter 3 parce qu'il y a personne au bureau. Ben, on pourrait changer nos habitudes puis dire, OK, on fait juste acheter 1 litre pour la semaine prochaine parce qu'on veut pas le gaspiller, finalement. Ou on va congeler le lait. Tout se congèle, hein? Ricardo, il se fait souvent poser la question dans ses recettes. Est-ce que cette recette se congèle? La réponse, c'est sûrement oui. Puis ça, sur le site, justement, entre autres de Recyc Québec ou quoi que ce soit, y a-tu des outils pour la population, des choses qu'on peut avoir accès pour... ça pourrait être cool aussi là, de sortir ça. Qu'est-ce qui se congèle, combien de temps ça se conserve, etc. Oui, on a un outil vraiment cool. C'est une application, ça s'appelle Ça va où? Puis on peut la télécharger sur téléphone, sur les tablettes, on peut l'avoir accès aussi sur l'ordi. Puis c'est une application qui te permet de répondre à ta question. Coudonc, ça va où ça, une pomme poquée, là, tu sais? Fait que ça va te dire, OK, tu peux mettre dans une collecte de compost. Mais avant ça, ça va te donner des trucs aussi. Ben là, ta pomme, tu pourrais faire des muffins, voici une recette. Tu pourrais l'éplucher, faire des chips avec la pleure, voici une recette. Tu sais, fait que ça te donne des trucs pour réduire. Mais à la base, c'était vraiment pour répondre à un besoin des citoyens qui se posaient tout le temps la question « ça va où? » Puis ça change d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui vont avoir des programmes pour récupérer, par exemple, le styromousse, puis dans une autre ville, ils le feront pas. Mais s'ils le récupèrent, ça va où? Où est-ce que je peux l'apporter? C'est indiqué dans l'application, oui. Toutes les villes. Alors, j'imagine que l'application, si je la télécharge, j'indique où je réside. Ton produit. Puis, OK. Puis ça va te dire où est-ce que tu peux aller le porter. Fait que, mettons, moi, mon grille-pain, il a sauté. J'essaie de le faire réparer. Le réparateur me dit, il n'y a rien à faire, la pièce, elle n'existe plus, on ne peut pas le réparer. Fait qu'il faut que je m'en débarrasse. Je vais dans Ça va où, j'écris micro-ondes, Montréal, puis ça va me dire où est-ce que je peux aller porter pour qu'il soit recyclé. Fait que c'est comme comment bien trier, là, comment apprendre à bien trier ou à bien recycler nos éléments, dans le fond, nos matériaux. Là. Bien trier, parce qu'on le sait, des fois, c'est un défi, le bac bleu. Hein? On a encore de la difficulté. Puis je comprends, là, ça peut être complexe pour les citoyens puis les commerces à savoir qu'est-ce qui va dans le bac bleu. T'sais. Fait qu'avant de mettre un micro-ondes dans le bac bleu, ben, on peut consulter cette application-là qui est gratuite puis d'aller le porter au bon endroit ou d'accumuler certains objets puis d'aller le porter une seule fois quand on a accumulé suffisamment, par exemple. Je reviens un peu à la restauration. Je viens d'avoir un flash. Là, en fait, là, c'est... moi, je me rappelle que pas de bac de recyclage, tout allait, honnêtement, tout allait dans la poubelle, dans le sac noir, puis tout était envoyé là, peu importe c'était quoi, nourriture, papier, plastique, métal. Mm-hmm. Tout y passait assiette. Alors, verre cassé, tout allait là. Alors, c'est sûr que là, j'imagine qu'on n'aide pas non plus à l'environnement à ce moment-là. Non, c'est sûr. Puis des fois, pourquoi est-ce qu'il manque une collecte comme de recyclage ou de compost? Bien, des fois, c'est parce qu'on ne se pose pas la question. C'est pas nécessairement une priorité pour le commerce. Puis il y a une question de coût aussi. T'sais, des fois, les gens ils disent, ben si je rajoute une collecte, ça va me coûter plus cher. Il faut que je la paye, la collecte. Là. Si la ville ne l'offre pas, là, par exemple, il faut que je la paye. Puis moi, je suis pas sûre que j'ai les sous pour ça, surtout en restauration. Mm-hmm. Mais c'est un peu un mythe de dire que ça va coûter plus cher. C'est sûr que ça varie d'une région à l'autre. Si vous habitez en région éloignée, je sais que c'est plus complexe, là. Mais quand on recycle puis on composte, il reste plus grand-chose dans les poubelles. Fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un gros conteneur en arrière qui se fait ramasser à tous les 3 jours par une compagnie qui nous charge un prix de fou, là. Parce que plus le temps va avancer, plus ça va coûter cher d'éliminer au Québec. Plus ça va coûter cher d'envoyer des bebelles dans les lieux d'enfouissement technique qu'on appelait des dépotoirs auparavant. Donc là, maintenant, les commerces, il faut qu'ils s'assoient puis qu'ils regardent leurs affaires. Là. Qu'ils regardent, OK, c'est quoi mon contrat de poubelle? C'est quoi mon contrat de recyclage? C'est quoi mon contrat de compost? Puis comment je peux faire fonctionner ça pour pas que ça me coûte plus cher? Fait qu'il va jouer avec le nombre de levées, avec le nombre de bacs. Puis s'il réduit
C'est-à-dire, pas de gaspillage alimentaire, j'achète en vrac ou dans des gros formats, j'achète de la vaisselle durable, j'ai pas de couverts jetables. À ce moment-là, qu'est-ce qui va rester dans les poubelles? Plus grand-chose. Puis là, la collecte du compost puis du recyclage va être plus abordable aussi, puisqu'on va avoir moins de coûts, on va avoir juste 2 collectes puis à l'occasion des poubelles, tu sais. Il y a un bar-restaurant qui a fait ça à Montréal qui s'appelle La Cale, le pub zéro déchet. C'est incroyable, là. L'ambiance est incroyable, OK? La bière est bonne, la bouffe est bonne, mais... On y va après. On y va dessus après? Mais en plus, puis ça vaut la peine de les nommer parce qu'ils font des efforts extraordinaire. Eux autres, avant d'acheter un produit, mettons qu'ils veulent acheter du sirop de fraise, là, ben, ils vont regarder vraiment, c'est quoi l'emballage du sirop de fraise? S'il se recycle-tu? Si ça se recycle pas, on le laisse faire, on va en prendre un autre. Ça vient de où? Ça vient-tu proche d'ici? Ils encouragent le local. Ils font des efforts supplémentaires pour avoir un restaurant puis un bar plus écologique. Puis moi, en tant que consommatrice, je veux aller là. Au pire, chargez-moi plus cher. Ça me dérange pas. Honnêtement, là, ça me dérange pas de payer plus cher pour savoir que mon souper va pas engendrer des gaz à effet de serre ou va moins polluer, du moins. C'est-tu le principe un peu de réduction à la source? Dans le fond, on va aller réduire nos déchets. On va comme réfléchir, prendre des choix éclairés pour être sûr que notre impact, dans le fond, environnemental, là, soit le plus bas possible. Ouais, dans le fond, on pense au futur. On pense aux conséquences de nos actes, là, comme on dit quand nos parents, quand on est jeune. Il faut que tu penses aux conséquences de tes actes. Là. Je pense que c'est un peu ça qu'il faudrait qu'on fasse. Là. Exactement. Puis tout le monde, tous les types de commerces, d'entreprises, des événements, ils peuvent réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la réduction à la source. Mettons que nous 3, demain, on organise un festival à Montréal, puis là, il va y avoir de la nourriture de servie. Ben, tu sais, automatiquement, on se dirait, bon, ben, on va commander, je sais pas, moi, 1000 assiettes en carton, 1000 verres en plastique, 1000 couverts. Mais à la place, on pourrait dire, hey, on achète-tu, tu sais, on loue-tu de la vaisselle avec... souvent, ça vient avec des stations de lavage. Puis on lave de la vaisselle, puis on la réutilise. T'sais. Comme ça, on va diminuer les poubelles. Un, ça va nous coûter moins cher. 2, on n'aura pas besoin de bénévoles pour trier les déchets. Tu sais, c'est de tout le temps mettre ça dans la planification, mais c'est pas nécessairement un réflexe. C'est bien plus facile de dire... Ah, m'a acheté 40 poubelles pour mon événement. Mais à la limite, est-ce qu'on pourrait faire pour cet événement-là, faire affaire avec un traiteur? Aussi. Ben, je sais qu'il y a des traiteurs qui louent il y a une location d'ustensiles et d'assiettes et tout ça. Est-ce que ça reviendrait toujours aussi, on va dire, je sais pas comment dire, plus mieux pour l'environnement si je fais affaire avec un traiteur qui va me servir l'ensemble, en fait, de la nourriture et tout ça, ou juste quelqu'un qui va me fournir les ustensiles, les assiettes. Ben, il faut que tu regardes plusieurs critères dans ta planification, puis il faut que tu regardes qu'est-ce qui est important pour toi aussi. Si pour toi, c'est la réduction de l'eau, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, tu vas tout prendre ça en compte. Tu vas mettre ça dans ton offre de ta soumission que tu vas faire à plusieurs traiteurs. Tu vas leur dire, ben moi, je veux que vous respectez ces critères-là si vous voulez avoir le contrat avec nous. Puis eux, ils vont vous dire si c'est possible ou pas possible, puis ils vont vous charger des frais. Il y a de plus en plus d'événements au Québec qui sont écologiques. Il y a un regroupement aussi, le Conseil québécois des événements éco-responsables qui existe au Québec, qui organise un gala toutes les années où là, il y a des prix qui sont remis aux événements les plus éco-responsables, puis c'est le fun de voir tous les efforts qu'on peut faire quand on organise des événements, c'est fou, là. Limiter les gaz à effet de serre, limiter la production de déchets, avoir un impact social dans notre communauté, tout est possible tant qu'on a une bonne planification. T'sais? On appelle ça de la prévention, finalement. Fait qu'au lieu de se retrouver avec des déchets, faire comme merde, faut que j'ai tri, là. Ah là, j'étais pas prêt, j'avais pas pris une entente pour recycler. Avant d'être pogné avec cette situation-là, prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter? Moi, j'ai une anecdote, là, parce que bon, j'ai des pays que certains connaîtront peut-être qui s'appelle la France. J'avais une petite... tu sais, nous, ça fait pas très longtemps, là, ça va faire peut-être une quinzaine d'années, gros max, là. Ils ont implanté la collecte des déchets au poids. Fait que, en fait, c'est dans le fond, les poubelles passent, puis tes déchets sont pesés et tu es facturé au poids pour tes déchets. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Et évidemment, c'est très divisé, là, je veux dire. Il y a des gens qui sont chialeux et il y a des gens qui sont contents. Mais je trouve que ça encourage à quelque part les gens à réduire, en fait... à réduire la production de déchets puis à penser intelligemment, justement. Ah, ben, je devrais peut-être m'acheter un petit bac en bois puis me faire sur mon petit balcon. Même si je suis à Montréal, là, je pourrais me faire pousser peut-être quelques trucs. Je pourrais me faire un genre de petit compost ou même faire pousser des fines herbes ou des choses comme ça.
C'est intéressant, ça. C'est le système pollueur-payeur. C'est ça. Est-ce que ça, là, au Québec, là, puis je veux pas créer une mode ou rien, mais je me demandais, puis là, il y en a peut-être qui vont m'haïr, là, mais ce serait-tu pensable au Québec, en 2022, se dire qu'un jour, quelqu'un proposerait ça, ou est-ce que c'est déjà sur la table? Est-ce que tu as déjà entendu des choses comme ça? Ça existe déjà, oui. Le principe de pollueur-payeur, c'est extrêmement intéressant de regarder ça. Ça peut fonctionner dans plusieurs types de situations. On appelle aussi ça la tarification incitative. Ça fait moins élevé que pollueur-payeur, on va le dire. Ça existe. Ça paraît mieux. Ça paraît mieux, hein, tarification incitative. Le meilleur exemple que j'ai, ou l'exemple qui est le plus connu, c'est la ville de Beaconsfield, qui est dans l'ouest de Montréal, qui est une ville qui a décidé de mettre en œuvre cette tarification-là il y a quelques années. Elle a dit à ses citoyens, à partir de maintenant, vous allez payer toutes les fois que vous allez mettre votre bac de déchets à la rue. Fait que c'est soit au poids ou à la levée, tu sais, au nombre de fois que tu mets ton bac à la rue puis qu'il se fait lever. Fait que par exemple, s'il n'est pas plein, tu le mettras pas à la rue. Tu vas attendre vraiment qu'il soit plein. Tu vas peut-être le sortir au mois. Puis là, tu vas te faire envoyer une facture ou ça va être sur ton compte de taxe. Bref, il y a plusieurs façons de le faire. Et les résultats sont out of this world, là, vraiment. Ils ont remarqué une diminution marquée de la quantité de déchets qui est envoyée à l'enfouissement. Parce que là, quand on va piger dans les poches des gens, là, puis qu'on va leur chercher le peu d'argent qui leur reste, là, les gens, ils disent « OK, c'est bon, m'a composté, m'a recyclé. » C'est un bon incitatif. Là. Oh. Je vais essayer de mieux trier. Je vais envoyer mes meubles qui sont toujours bons chez Renaissance, je vais aller apporter mes électroniques à l'éco-centre. Là, les gens, ils sont plus comme « Oh non, je m'en fous, je mets ça sur le bord du chemin, puis je vis ma vie. » Non, parce que là, on est en train de te dire « Tu veux mettre ça au chemin? Tu vas payer. » Puis ça, je pense que ça vient plus nous chercher peut-être les Québécois. Du moins, en France, je pense que... Comment tu l'expliques, ça a l'air de fonctionner dans le sens où si les gens ils sont chialeux, c'est parce qu'ils l'ont remarqué, ça les dérange. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils repensent leur comportement. Fait que moi, je suis plutôt d'accord, je vous dirais, avec ce système-là. Il en existe d'autres. Potton, qui est une petite municipalité sur le bord des lignes en Estrie, le fait aussi. Fait que ça prouve que tu sois une petite ville, une grande ville, moyenne ville, il y a moyen de le faire, mais c'est surtout les résultats qui sont encourageants. Ça fonctionne. C'est sûr que c'est complexe à mettre en place. Il faut une bonne réflexion, mais moi, je suis pas contre l'idée. Parce que moi, là, de mon côté, j'en fais des efforts pour réduire mes matières résiduelles. Je vais à l'éco-centre 2 fois par année. Je garde tout chez nous. Mes fonds de peinture, mes piles, mes lampes, mes appareils électroniques. J'ai 800 fils de je sais pas trop où, que je déménage depuis 15 ans, que j'accumule, qu'un moment donné, je vais aller mener à l'éco-centre. Fait que moi, je fais un effort, mais est où ma récompense? Tu sais, dans le sens où le fait que j'aurais pas besoin... Comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est une récompense de savoir que moins je mettrais de déchets au chemin, moins je paierais. T'sais. Mais pour le moment, mon voisin, là, s'il veut tout vider son appartement puis le mettre au chemin, il paye les mêmes taxes que moi. Il va peut-être juste avoir une visite de ta part, mais sinon... Ah oui, tout le monde dans mon bloc font bien attention là, parce que je les regarde. Un peu plus... Elle va fouiller dans les poubelles. Ben, je donne des conseils. J'offre mes conseils non sollicités à mes voisins. Mais c'est ça le réseau. C'est ça le réseau des jeunes. C'est de faire de l'éducation. mais tu sais, je veux dire, Maxine, elle fait partie du réseau des jeunes encore plus parce qu'elle est impliquée aussi comme responsable locale. Tu sais, on l'a pas dit non plus. J'ai une pensée à ça. Mais tu sais, c'est vraiment ça. On fait de l'éducation populaire. On fait de l'éducation politique. C'est tellement riche, là, ce qu'on veut en ce moment. Je te remercie tellement pour ce beau partage. Puis je trouve ça tellement cool. Moi, je savais pas que ça existait au Québec. Puis on dirait qu'on n'en fait pas de pub, ou peut-être que moi, j'écoute pas les bonnes émissions. Là, ça peut très bien aussi. Là. Mais je trouve ça vraiment cool que tu nous en parles aujourd'hui. Le réseau, c'est pollueur-payeur. Là. Honnêtement, là, je ne connaissais zéro ça. Là. J'étais même pas au courant que ça existait. Même en France, d'ailleurs, j'étais pas au courant qu'il y avait quelque chose du genre. Remarque que j'ai pas de famille là-bas, alors moi, je me tiens pas au courant, là, mais... Ben, je pense que c'est plus le fait aussi que moi, j'ai étudié 5 ans en environnement, là, je baignais là-dedans. Fait que c'est sûr que ces concepts-là, je les connais bien. Puis, ayant étudié à l'Université de Sherbrooke, qui est l'université, je sais pas si encore cette année, elle est top 1 au Canada, mais dans les dernières années, était toujours l'université la plus éco-responsable du Canada, ou du moins du Québec. Là. Je sais plus où est-ce qu'elle se trouve dans le classement, mais... C'est une université qui est avant-gardiste où quand tu vas à la cafétéria puis que tu décides de prendre ton lunch dans des emballages compostables, on te charge plus cher que si tu le prends dans une assiette en céramique. Donc,
pollueur-payeur, wow. ou tarification incitative. C'était bon. cher, là, tu sais, étudiant, comment qu'on est pauvre, là, tu sais. Ouais. Puis là, on vient pour se chercher un lunch, puis ça nous coûte 1,50 de plus pour un emballage qui va durer 5 minutes, puis qui va finir dans le fond d'un bac brun, tu sais. Mais- Au final, on le prend pas. Mais justement, c'est quoi qui pousse quelqu'un comme une Maxine à vouloir s'intéresser à la cause de l'environnement, du recyclage, de la réduction des déchets? C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Ben, un peu d'éco-anxiété, pour être bien honnête. Un peu d'éco-anxiété. Quand j'étais jeune, tu sais, adolescente, on parlait beaucoup de la couche d'ozone. Dans ce temps-là, c'était un enjeu super présent. C'est même écrit dans mon livre de naissance. Je sais pas pour vous, c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit, mais moi, c'est écrit quand je suis née. Rock voisine fait fureur en Europe. OK. Ma mère, elle a juste écrit, en ce jour-là, qu'est-ce qui se passait dans le monde. Puis c'est écrit, le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi grand. OK. Non, j'ai même pas eu ce genre de livre-là. Là. Alors, Ben, moi, C'est à cause de Rock Voisine? Ben, écoute, Rock voisine faisait fureur en Europe, ça a l'air intéressant. Les taux d'intérêt étaient aussi à la hausse. Hein? OK. C'était les 3 sujets. Fait que moi, ça me suit depuis que je suis jeune. Mon père est biologiste aussi. Fait que j'ai une sensibilité à l'environnement. J'aime en prendre soin. Puis, je m'intéresse profondément à qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, tu sais. Puis, moi, je veux aider. Donc, si c'était du côté social, je faisais beaucoup de bénévolat quand j'étais jeune. J'appréciais aider les autres. L'environnement, pour moi, c'était tout naturel, tu sais. J'étais là, hey, je peux faire une différence, tu sais. Mais il faut dire que ça m'angoissait beaucoup quand j'étais aux études, parce que je me disais, moi, je veux travailler en environnement, mais je travaillerai jamais au gouvernement. Je vais jamais pousser de crayon, là, c'est pas vrai que je vais faire ça. Moi, je vais être sur le terrain, puis je veux aider. Puis là, on est 10 ans plus tard, puis je suis là, hey, mais je suis à la bonne place au gouvernement. C'est drôle, hein? la preuve qu'on n'est pas juste des pousseux de crayon. Ah On ouais, n'est pas vraiment. juste des poussées de crayon. Non, j'en fais des choses, puis je vois les résultats, tu sais. Quand je fais des outils, quand j'aide des entreprises à aller chercher de l'aide financière, puis que je vois les résultats, puis le nombre de tonnages de matières qui finissent pas à l'élimination grâce à l'aide qu'on a offert, pour moi, c'est ça ma récompense. Puis je vois que ça a fonctionné, finalement. C'est tellement cool. En fait, moi, ce qui m'a marqué le plus, là, plus jeune, là, Ouais. c'est lorsqu'ils nous ont fait écouter à l'école le film Le jour d'après. Là, je me semble que c'est Ah, The ouais. Day After Tomorrow La grosse avec vague, là, Jake qui- Gyllenhaal. Ah, Ouais, le non. Je pensais beau que t'allais Jake. dire le documentaire de Al Gore, Non. The Inconvenient Truth. Non, Non. vous avez pas vu ça, vous autres, en Non. secondaire 3, là? Non, nous, c'était pas très documentaire où est-ce que j'étais. T'as quand même Tu sais, quand écouté ils le amènent jour la d'après. grosse télé, Ouais. puis là, ils nous montrent... puis c'est un documentaire qui dit que finalement, demain, il va être trop tard, là. Non. Ouais, non. Mais le jour d'après, c'est bon aussi. On va dire, c'est un peu... Extrême. Ça fait vraiment peur. Là, j'étais comme, OK, non, je vais m'en souvenir, moi, de ce film-là. Alors, C'est sûr qu'après ce genre de film-là, il faut offrir des solutions, par contre. T'sais, on peut pas Oui. juste nous Ouais. faire peur puis nous dire on est dans marde, puis là, il faut faire quelque chose, il faut offrir des solutions. Fait que je pense que la sensibilisation dans les écoles est super importante, puis il y a plein d'organismes qui font ça au quotidien. Fait qu'une chance qu'ils sont là. Moi, j'avais du monde de ma famille qui disait c'est pas grave, là, si tu te mets du déodorant en spray, là, ça s'en va tous ces petits dans le nord ou bien dans le sud. Tu sais, c'est tous les Chinois qui vont payer pour ça, c'est pas très grave. Nous autres, on va être corrects parce que j'étais là, mais voyons, tu sais, il y a vraiment des pensées de même que nous, c'est pas grave parce que ça n'a pas d'impact réel sur chez Ouais. nous. C'est parce que les conséquences sont Pensez parfois à large, là. les conséquences sont parfois invisibles ou arrivent plus tard. Tu sais, comme les changements climatiques, là, pour moi, là, c'est tellement abstrait comme concept pour quelqu'un qui baigne pas là-dedans. Là. Moi, quand je dis ça, faut faire attention à l'environnement puis il faut lutter contre les changements climatiques. Ils disent, ben pourquoi? Tu sais, je veux dire, il fait super beau aujourd'hui. Là. Moi, les gens qui me disent ça, il fait super chaud, là, il y en a chaud en fin de semaine, c'est correct. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la lutte au changement climatique? C'est que plus le temps va avancer, plus qu'il va y avoir des phénomènes météorologiques importants, tu sais, puis violents, des ouragans, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir des pluies diluviennes, il va y en avoir de plus en plus de ces événements extrêmes-là. Fait que la météo puis le climat, c'est pas la même chose, là, tu sais. Non. Puis moi, il n'y a rien qui me décourage plus que des gens qui me disent bah, ça sert à rien, tu sais. Regarde comment il fait beau aujourd'hui. Ça, là, ça me dérange. Puis y a-tu un impact? J'imagine que oui, parce que tantôt tu parlais de production de gaz aussi, de par que les déchets sont mal traités, des fois sont mal gérés, etc. Il doit probablement y avoir un impact aussi, tu sais, pas juste la pollution des autos, pas juste... C'est sûr qu'au niveau du recyclage, du mauvais recyclage sur le climat,
le changement climatique puis le réchauffement de la planète, il doit avoir un impact à quelque part. Oui, il y a un lien, effectivement. Donc, l'exemple peut-être le plus concret que j'ai, c'est quand on envoie des aliments dans un lieu d'enfouissement technique, donc un dépotoir, les aliments, ils vont se dégrader dans un milieu qui est sans oxygène, en milieu anaérobie. Et puis là, ça va libérer du méthane, qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Fait que effectivement que ça a des impacts, que ça participe au changement climatique, parce que là, on n'a pas envoyer nos aliments au bon endroit. Si on les avait envoyés au compostage, il y a bien moins d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que quand on regarde au Québec, la gestion des matières résiduelles, elle participe à combien de gaz à effet de serre? Tu sais, le transport, là, c'est vraiment le secteur qui pollue le plus. Là. 43% des gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports au Québec. Bien, il y a 5% qui provient de la gestion des matières résiduelles. Fait qu'il faut réduire ce pourcentage-là. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est en triant adéquatement, puis en mettant nos... En triant directement à la maison, là, lorsque... faut réduire, réemployer, recycler. Oui. Puis dans le recyclage, ben, il y a le compostage. Il faut penser, en fait. Il faut prévoir aussi la suite. Là. Ce que tu nous expliquais tantôt, si j'achète ça, est-ce que je vais le recycler adéquatement? Est-ce que je vais pouvoir le réutiliser? Est-ce que je vais pouvoir le valoriser? Donc... Je sais pas si vous posez ces questions-là. Moi, je commence tranquillement à devenir un adulte, je vous dirais. Puis là, je dois m'acheter des électroménagers, je dois m'acheter des meubles, je dois m'acheter un aspirateur, des affaires d'adulte que j'achetais pas dans le temps que j'étais étudiante, que je faisais juste recevoir dans mon trousseau. Ouais. Et puis là, je m'intéresse à c'est quoi la durée de vie du produit que j'achète. Puis comment je vais pouvoir faire pour le réparer ou le recycler en fin de vie. Mais on se posait pas de questions là avant. Là. Tu sais, on allait au Dollarama puis on achetait une coupe d'affaires pour notre appart puis on se disait, bon, j'espère que ça va toffer. Mais maintenant, je suis rendue à l'étape de ma vie où je m'intéresse vraiment beaucoup à la durée de vie. Fait que là, j'ai acheté des électros récemment puis là, j'allais voir, est-ce que c'est des électros qui se réparent facilement? Okay. Puis là, moi, je suis une fervente admiratrice de tout ce que Protégez-vous fait, qui est un magazine qui existe au Québec, qui est très bien fait. Et puis là, ils vont dire, bon, telle marque, là, c'est extrêmement difficile d'avoir des réparateurs certifiés au Québec. Oh, OK, bon, ben j'achèterai pas cette marque-là. Ou telle marque, avoir des pièces, c'est compliqué, les délais sont longs. Fait que là, moi, je suis comme, oh, ça, OK, je vais éviter ça. Puis là, il va y avoir des panels où ils vont demander aux consommateurs, c'est quoi les électros qui se réparent le plus facilement ou qui durent le plus longtemps? Bien, je vais venir privilégier ceux-là. Fait que je suis contente qu'on ait des outils maintenant pour faire ça, mais est-ce que c'est un réflexe pour tout le monde de le faire? Je sais pas. Puis, tu sais, ces multinationales-là là, qui vont fabriquer, là, ces entreprises qui vont fabriquer des électroménagers, puis, tu sais, quelque part, eux autres, c'est parce qu'on pense beaucoup, bon, toi, ton entreprise, exemple, va vraiment venir au niveau de la valorisation du traitement des déchets, en fait, de la saine utilisation là, de nos matières et de s'assurer que les entreprises emboîtent le pas, de s'assurer de donner les financements nécessaires, etc. Mais ces entreprises-là qui sont situées dans d'autres pays, qui viennent un petit peu conquérir de par leurs produits, on est dans une société capitaliste, évidemment, là, donc on pense qu'ils ne sont pas nécessairement très, très préoccupés là, par l'impact en fait que ça peut avoir sur le monde en général. Mm-hmm. Moi, j'ai entendu parler, entre autres, d'obsolescence programmée, de choses comme ça. Ouais. C'est-tu des théories de conspirationnistes que je me dis, l'obsolescence programmée? Ou moi, dans mon souvenir, mes parents, il y avait une laveuse de X marque allemande, par exemple. Ils l'ont encore, tu sais. Mm-hmm. Ça fait plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, une laveuse, t'achètes une laveuse frontale, tu payes le prix fort, puis au bout de 6 ans, puis là, on dit quasiment ça va te coûter plus cher de la faire réparer que d'en racheter une autre. C'est pourquoi qu'on est venu là dans notre société aujourd'hui, puis... Excellente question. Je sais pas, je suis pas une experte de tout le dossier qui est l'obsolescence programmée, bien que c'est super intéressant. Est-ce que c'est une conspiration? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des appareils aujourd'hui qui sont plus cheap, mais au final, c'est nous le client. C'est nous le consommateur, puis c'est nous, je pense, qui devons faire les bons choix. Tu sais, si les compagnies nous offrent des produits, c'est parce qu'au final, ils s'attendent à ce qu'ils soient achetés. Donc, si nous, on fait les bons choix, puis on choisit des équipements durables, éco-responsables, réparables, à ce moment-là, tous les autres appareils cheap, ils trouveront plus preneurs, puis ils seront plus sur le marché. Fait que je pense que c'est à nous de faire les bons choix, tu sais. Fait que là, est-ce que quand on achète un frigo, là, on regarde le moins cher? Ou on regarde celui qui est peut-être un peu plus cher, mais qui va être facile à réparer? En fait, j'aurais tendance à dire que le monde,
aurait tendance à choisir le moins cher. En raison de, mais justement, le coût de la vie. Le coût de la vie. Tu sais, le coût de la vie augmente. Puis là, on va revenir à la fonction publique un peu. Les salaires ne sont pas tant là. Alors, s'ils ne sont pas là, en fait, là, alors, c'est sûr que on a cette contrainte-là de venir nous dire oui, je voudrais avoir celui qui est plus cher, qui va durer plus longtemps, qui est juste parfait, mais là, moi, je peux pas me le permettre. Puis, alors, c'est ça. Alors, j'imagine que c'est ça aussi, là, on est un peu mal pris. Mais je pense qu'il faut regarder sur le long terme aussi, là. Tu sais, si tu achètes un frigo qui va durer 15 ans au lieu de 10, regarde les économies que tu vas faire à long terme, tu sais. C'est comme les ampoules Dell, là, qui coûtent 10 fois plus cher que des ampoules incandescentes, mais qui durent 10 ans au lieu d'1 an. Il faut avoir une vision à long terme. Puis moi, je pense qu'éventuellement, les produits écologiques puis éco-responsables, ils vont devenir de plus en plus accessibles pour les gens. Plus on va en vendre, plus les compagnies vont être capables d'avoir des prix plus intéressants. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans les produits trop luxueux. Là, c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais moi, j'y crois qu'il y a une économie à la fin. C'est juste qu'il faut vraiment voir le long terme. Je pense qu'il faudrait... faut que la personne, l'acheteur, on retourne avec le frigo, au lieu de juste faire « Ouais, mais lui, c'est le moins cher, je prends lui », il devrait s'asseoir et calculer justement au final... Son impact environnemental. Ouais. Il devrait avoir une fiche sur les électros. Au bout de 10 ans, vous aurez économisé. Tu sais, que le gouvernement du Québec fasse pression sur ces lobbies-là, puis qui dirait « Parfait, nous, ça nous prend cette fiche-là au Québec, c'est obligatoire. Au bout de 10 ans, vous sauvez, Tu sais, un peu comme on le voit, le nombre de courants qu'on va sauver. Tu sais, quelque part. C'est bien qu'Hydro-Québec, ils ont pas pogné les nerfs, là, après ces fiches-là, là, qui nous dit qu'on va sauver 200$ de plus par année sur notre facture d'électricité. Pourquoi qu'on l'aurait pas? Émo Québec, pourquoi tu donnes du sang et te disent combien de personnes tu peux c'est sauver, ça. Tu sais, moi, je me dis, est-ce qu'on devrait pas partager la facture de notre éco-anxiété avec les institutions gouvernementales, tu sais, à quelque part? Mais il existe déjà des outils aussi pour les consommateurs. Première chose, tu vas à la bibliothèque, tu vas louer le Protégez-vous sur les électros de l'année. Mais il existe des blogs aussi. Puis il y a des indices. Tu sais, comme en Europe, c'est nouveau. Maintenant, il y a un indice de réparabilité sur certains produits. Wow. Ça, c'est vraiment cool. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais prenons un exemple théorique où les deux, on veut s'acheter un toaster, puis toi, c'est écrit dessus que sa cote, c'est 5, puis moi, c'est 10. Donc, 10 étant facilement réparable, puis 5 étant moins réparable. Est-ce que ça va influencer ton choix? C'est sûr. Oui, définitivement. Bon, fait que ça, c'est un genre de truc qu'on pourrait développer au Québec, un indice de réparabilité, tu sais. Je sais que c'est beaucoup dans l'actualité, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler, mais comme tu as dit aussi, il y a des indices sur les électros qu'on achète, par exemple, sa cote énergétique. Mais est-ce que les gens ils ont la capacité de comprendre qu'est-ce que cette cote-là veut dire? Mais c'est de s'informer, tu sais. Ça peut être auprès du vendeur, ça peut être sur des blogs, ça peut être sur le site du gouvernement. Je pense que c'est sur Hydro-Québec là, qui l'explique bien là, comment comprendre ces chiffres-là. Je pense qu'il y a plusieurs outils, il faut les utiliser comme il faut, puis pas se laisser, pas juste prendre le prix en considération. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont un peu, instinctifs. Là. Ils vont... J'imagine que toi, Maxime, t'es plus... Tu vas aller consulter, tu vas faire des recherches et tout. Un peu cartésienne, oui. Moi, j'étais impulsif. C'est ça. Il y en a qui sont un peu... on va prendre Robin, par exemple, c'est nommé. Alors, Robin est un peu plus impulsif. J'imagine, puis là, je veux pas attribuer rien, mais j'imagine que Robin va faire justement lui... Comparer... Si on compare tous les deux, là, j'imagine que Maxime va vraiment plus faire ses recherches, tandis que Robin va y aller comme... lui, c'est plus à ma portée, alors... Ou encore, tu sais, il y en a qui vont s'y aller, j'imagine. Moi, j'ai déjà des électros, mettons, ardoise. J'ai un dosseret blanc. Wow, c'est la vaisselle-là. Il est ardoise. Je m'en fous un peu de regarder s'il est éco-énergétique, peu importe, etc. C'est lui que je veux, tu sais. C'est pour ça que, justement, il y a des politiques puis des règlements qui vont venir en place puis qui vont venir pallier, je te dirais, peut-être à ce manque d'intérêt-là de ta part. Tu sais, récemment, la réglementation est en train de changer pour que maintenant, c'est changé, en fait, quand tu achètes un électro, il y a un éco-frais qui est compris dans le prix. Ouais. Fait que là, on est en train de dire à l'industrie, là, vous nous vendez des produits, mais on veut que vous payiez pour leur recyclage. Fait que vous pouvez mettre les frais dans le prix du frigo ou du four, peu importe, mais on veut que vous mettez en place un réel système de collecte, de récupération puis de recyclage, puis que vous rendez des comptes après ça au gouvernement.
les éco-frais, on les retrouve un peu dans tout, là, la télévision, le téléphone. Il y a plusieurs sont- produits. sont toutes là. D'une manière, on le voit là, Ouais, des fois, lorsqu'on ils sont magasine, affichés. sont affichés directement sur Ouais. le petit carton là qui affiche le prix. Là. Alors, Ouais, ça va être écrit droit environnemental ou quelque chose comme ça. Puis, en fait, ce modèle-là, on appelle ça la responsabilité élargie des producteurs. C'est qu'on est en train de dire aux producteurs, vous prenez la responsabilité de gérer correctement vos produits. Fait que ça va aussi influencer les producteurs, les entreprises à faire de l'éco-conception dans leurs produits, tu sais. S'il faut qu'ils payent pour la gestion à la fin, là, ils vont s'assurer que ça coûte le moins cher possible. Là. Ils peuvent pas tout le temps refiler la facture aux consommateurs parce que s'ils ont des prix aberrants, il n'y a plus personne qui va les acheter. Fait qu'ils vont essayer de réduire, par exemple, l'emballage d'un produit. Ils vont diminuer son poids. Ils vont utiliser, par exemple, du plastique recyclé plutôt que du plastique vierge. Je te dirais que la compagnie HP, là, pour les ordinateurs, c'est une compagnie qui est très, très avant-gardiste là-dedans. On sent pratiquement zéro pub dans, Oui, je suis désolée. dans notre balado d'aujourd'hui. Commandité par HP. On a eu le restaurant HP. Oui, Ben, en fait, parce que je veux vous donner des exemples concrets. Mais c'est intéressant pour les auditeurs, moi, je trouve. En tout cas. Oh, mais c'est ça, ça nous donne une image. OK, ça peut peut-être orienter aussi le monde, là, mais ça donne une image de OK, alors, faut se fier à leur champ d'expertise ou leurs critères pour, si on veut aller à la limite, vers une autre compagnie. Puis probablement, cette compagnie, si, en tout cas, puis là, tu vas m'arrêter, là, moi, je pense à ça aussi, parce que c'est ce qu'on défend, les conditions de travail. Je me dis, si cette entreprise-là prend des actions positives en matière d'environnement, probablement qu'elle va avoir tendance à mieux traiter un petit peu mieux ses employés qu'une entreprise qui va être située à Taïwan puis qui se sent royalement là, en fait, de son empreinte environnementale. Puis Mais c'est sûr que c'est lié parce que, mettons, les entreprises qui veulent faire des efforts en environnement, souvent, ils vont se faire vraiment comme une politique de développement durable. Puis le développement durable, c'est environnement, social, économique. Fait qu'on essaie de prendre ces trois sphères-là, les mettre ensemble. Puis toute décision qu'on va prendre, il faut que ça respecte ces trois critères-là en fonction de la mission d'entreprise. Fait qu'effectivement, qu'environnement et social, c'est lié. Là, je cherche dans ma tête une compagnie qui offre des bonnes conditions de travail, qui prend soin de ses employés puis qui en même temps est écologique, là, mais il y en a beaucoup au Québec parce que ça va de soi. OK. Le V jaune, probablement, pour les cellulaires. Parce que je sais qu'il avait été coté dans les meilleurs employeurs. Là. Lequel, ça? C'est la compagnie de télécommunications qui commence par un V, puis c'est un logo jaune. Je sais pas, je me questionne si eux... parce qu'ils ont beaucoup de déplacements aussi pour leurs installations. Je connais pas bien les efforts qu'ils font, je te dirais. OK, c'est bon. On va revenir un peu vers le syndicat. Là. J'ai une petite question qui... là, c'est peut-être hors de ton champ d'expertise, là, mais quand même, tu dois avoir un avis personnel là-dessus. Là. La carboneutralité que le syndicat a adoptée lors du congrès de 2021, on en a parlé un peu plus tôt dans les épisodes précédents, là, que le syndicat a fait en sorte que... le CNJ, excusez-moi, a fait en sorte que on devient carboneutre avant leur délai qu'ils avaient dit en 2025, si je me souviens bien, pour 2000... pour là. Alors, as-tu un avis là-dessus? Bien, je trouve ça super intéressant que ça a été pris comme initiative, puis c'est tout à fait normal, je pense, provenant des jeunes. On veut faire des efforts pour l'environnement, on veut être proactif, fait que je peux que saluer cette initiative-là. Puis en fait, prendre ces décisions-là, c'est faire preuve d'exemplarité aussi. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, l'exemplarité de l'État. Fait qu'avant que le gouvernement dise au monde « Hey, recycler », ben dans ses bureaux administratifs, il va recycler. Il veut donner l'exemple. Mais c'est la même chose pour le CNJ qui prend cette décision-là de dire « Nous, on va devenir carboneutre », ben il va inciter ses membres à réfléchir. Quand moi, en tant que responsable local jeune, je veux organiser une activité, est-ce que je prévois de faire la compensation des gaz à effet de serre qui a été engendré par cette activité-là? Ah, ben je pourrais parce que j'ai été influencée positivement par le CNJ qui l'a fait. T'sais. Fait que je peux que saluer cette initiative-là. Ah, c'est super. Mais Alex, j'ai aimé ça que tu apportes la comparaison un peu avec ce que le CNJ fait parce que tu sais, je pense que pour les gens qui font partie du réseau des jeunes, donc un peu plus de 9600 jeunes au Québec là,
qui nous écoutent peut-être tout en même temps. Ce serait malade. Donc, ils travaillent dans les différents ministères, organismes. Là, ça veut dire que c'est pas nécessairement des délégués, c'est pas nécessairement des responsables locaux ou des régionaux, mais des gens là, comme âgés de moins de 35 ans. Là. Ben, c'est juste de vous dire qu'on veut être un exemple aussi là, pour démontrer au gouvernement que ça part de nous, ça part de l'humain qui est à la base de toute société, que oui, l'État a une responsabilité. Nous, on veut faire partie aussi de la solution. Fait que je pense que si on met toute la main à la pâte, en tout cas, Maxime, tu m'arrêteras, là, mais mettons que moi, j'ai choisi de pas nécessairement faire toutes les actions possibles et imaginables pour être 100% carboneutre ou éco-responsable, mais que je me focus sur des actions que je vais tenir, puis je vais m'y tenir toute ma vie, plutôt que de dire, moi, demain matin, je vais acheter plein de sacs réutilisables. Demain matin, je vais aller ça. Je vais m'acheter un char électrique, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis au final, on tient rien de tout ça, puis on est juste rentré dans une société de consommation. Alors que si moi, je disais, ben moi, parfait, à partir de demain, je vais faire mon recyclage comme il faut tous les jours. Je vais mettre une alarme sur mon téléphone. Puis, lorsque je vais vouloir des noix, par exemple, je vais aller à l'épicerie en vrac avec mes pots maçons. Est-ce que c'est pas mieux ça, plutôt que de se dire, bon, parfait, là, je vais devenir parfait. Puis là, je vais virer éco-anxieux. Puis là, je vais faire des dépressions. Juste là, avant que tu répondes, j'aurais tendance à dire que des fois même, ce que le monde on pourrait dire ou faire, leur comportement, en fait, ça pourrait un peu ressembler un peu aussi à les résolutions de fin d'année ou de début d'année. Ouais. Moi, ça fait 10 ans, il faut que je perde 50 livres après Noël. Est-ce qu'ils sont cumulatifs? Ouais, là, c'est ça. Je sais plus, là. Mais la question, si tu perds 50 livres, qu'est-ce que tu vas faire de ces 50 livres-là? Est-ce que tu vas les recycler? Ben, c'est une super réflexion que tu as, Robin. Puis je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Que tu t'en tiennes aux gestes qui fonctionnent pour toi ou que tu essaies certaines choses, c'est tout aussi bon. Moi, ce que je vous dirais, c'est d'être des acteurs de changement en même temps, d'être des porteurs de projets, tu sais, d'influencer les autres. Je pense que c'est ça le plus important, parce que moi, en tout cas, c'est facile pour moi le partage, parce que je suis en environnement, puis que, comme vous le savez, je suis un peu gossante, là. J'aime ça vous donner des conseils non sollicités. On t'aime de même, là. Tantôt, Alex m'a offert un bracelet puis un stylo, puis j'ai dit non, moi, désolée, je prends pas les freebies. On s'est questionné d'ailleurs là-dessus. Là, c'est ça. Je refuse les cadeaux gratuits parce que j'en ai pas de besoin. Ouais. C'est juste pour ça, c'est pas parce que je les aime pas. Ils sont tellement beaux, nos stylos. Mais je suis désolée, mais j'ai toujours le mien qui fonctionne depuis plusieurs années, puis je l'utilise tout le temps. Donc, soyez des acteurs de changement, tu sais, influencez les autres, parlez avec votre famille ou vos amis des bons coups que vous avez, puis si vous avez besoin d'arguments, appelez-moi donc. Mais vous voyez, juste avec la carboneutralité, j'en ai parlé, moi, avec des juges, mais avec des juges, je veux dire, un juge surtout, là, puis je lui ai montré comment on fonctionnait, puis il semblait être intéressé. Puis je pense que même il allait l'inclure dans ses dépenses parce que les juges, ils se déplacent là, d'un palais de justice à l'autre. Mais ça, c'est très cool. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment fun quand le juge, il m'a dit qu'il trouvait ça intéressant. Puis même dans ses transports personnels, en fait, là, il m'expliquait qu'il va vraiment y penser puis il me dit, ben, il faut que je me rachète une voiture prochainement, puis c'est quelque chose que je vais aller voir, ok, lui, ça serait ça, puis tu sais, alors... C'est cool, ça. Ben, moi aussi, ça m'est arrivé dans mon entourage, je sais pas, j'ai publié sur Instagram une photo de moi en voyage, puis à la fin, j'ai comme pris une photo de l'application avec laquelle j'ai compensé mes gaz à effet de serre, qui est probablement la même que vous, là, qui est une appli faite au Québec, qu'on nommera pas. Bon, on peut la nommer, je pense. Moi, oui, on peut faire de la pub, justement, pour... cette organisation-là là, qui fait partie d'une chaire au niveau de l'UQAC, là, l'entreprise Carbone Boréal, là, que toi, là, tu décides avec ta blonde, ton chum, peu importe, de vouloir compenser ton mois de sortie au resto, ben tu notes tout ton kilométrage. C'est exactement ça, un voyage, peu importe. Et moi, c'est ça que j'ai fait, puis mon beau-frère, il a vu ma publication, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça l'essayer », puis il a compensé les gaz à effet de serre de son voyage en Europe. C'est cool. C'est même affaire pour les électroménagers. Là. Il y a, sur le site, en fait, vous pouvez marquer, vous avez tant de cellulaires, je parle d'une famille, là. Il y a 2 cellulaires, 3 ordinateurs portables, une tour,
2 écrans. Alors, tout ça, on peut tout additionner ça pour au final. Fait que non, je pense que c'est le fun de l'avoir amené, puis de l'avoir nommé aussi. Là, je pense qu'il gagne à être connu. Puis écoute, là, c'est un peu tout le temps dont on dispose, malheureusement. Mais moi, je t'aurais laissé, je t'aurais écouté des heures. Sérieux, c'est super passionnant, Maxine. Vraiment, je trouve que t'es passionné. Je m'excuse, oui. Je te coupe la fin comme ça, mais j'ai une petite question rapide. Là. Vas-y. Je sais, on en a parlé lors du réseau des jeunes. J'aimerais ça avoir ton avis, du moins que le monde entende ton avis sur le fait que, est-ce que tu serais d'accord à ce que le réseau des jeunes ait un responsable à l'environnement? Que le réseau des jeunes, le RLJ soit le responsable à l'environnement? Ben, ça serait une bonne idée, mais il faut que ça vienne de la personne aussi, là, tu sais. Si c'est une personne qui n'a pas nécessairement d'intérêt pour les questions environnementales, on peut pas la forcer non plus à occuper cette responsabilité-là, mais pourquoi pas créer cette responsabilité-là puis la donner à qui la veut. Responsable jeune, ça peut être les responsables aussi de la condition féminine, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se pose ces questions-là. C'est extrêmement important. Exactement. Fait que, écoute, merci infiniment, Maxine. Merci, Alex, pour ta dernière question. De toute façon, il y a d'autres choses qui vont sortir aussi, parce qu'on va vous inviter à réfléchir là-dessus. On va essayer de venir vous voir aussi dans vos régions là, pour poser des questions à vos représentants locaux puis régionaux. Merci, Maxine. Puis merci d'avoir écouté Vers l'avenir. Puis on se voit bientôt pour un prochain balado ensemble. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Merci.